L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005. Salut à tous, bienvenue dans l'après-ski, c'est les Jeux Olympiques, émission spéciale. Bien évidemment, cette semaine, on va accueillir sur notre plateau l'entraîneur d'une championne olympique, récente championne olympique. On va également vous faire découvrir les coulisses de ces Jeux Olympiques à travers un magazine. Bon, par contre, nous à Cortina, Greg, on n'a pas tant fêté de médailles. C'est vrai, pour l'instant, il nous manque les médailles. Descente féminine, pas de médailles. Le combiné par équipe également, toujours en l'attente de médailles. Donc, j'ai envie de dire que c'est que partie remise. Jeudi, il y a le Super G féminin, avec pourquoi pas une chance aussi. La semaine prochaine, les épreuves techniques, le géant, le slalom, notamment Camille Rast, Wendy Holdener, on les attend sur ces épreuves. Et je suis certain qu'on pourra fêter des médailles ici. Par contre, toi Laurent, je crois que tu en as fêté quelques-unes de médailles vers Bormio et Livigno. On a vécu une journée de folie en Italie qui a vu bien sûr les as du combiné briller tant en descente qu'en slalom, le doublé suisse grâce à Franjo von Halmen, Tanguy Neff, grâce à Marco Odermatt, grâce à Loïc Meillard. C'était vraiment de la folie sur la Stelvio. Et puis ici, je suis encore à Livigno parce qu'on a fêté l'incroyable médaille d'or de Mathilde Gremaud qui a battu sa rivale Eileen Gu au terme d'une manche incroyable, d'un run de folie. Une victoire plus que méritée pour Mathilde Gremaud. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Elle revient sur sa journée, sur son run. J'ai pas eu le temps de pouvoir tout faire non plus. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même l'impression que ça arrive à quelqu'un d'autre que moi, donc j'ai l'impression que je me vois peut-être un petit peu depuis l'extérieur sans vraiment. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps d'emmagasiner tout ça, mais c'est positif. Mais c'est vrai que c'est quand même. Moi, je parle tellement d'autres sportifs, double champion olympique, machin. C'est quand même quelque chose qui arrive pas à tout le monde. Et puis, le fait que je sois dans cette position, c'est quand même assez spécial. Ouais. Franchement, que j'ai eu tellement d'occasions d'apprendre tellement de belles choses avec le sport. Et puis, c'est des expériences de vie, franchement, absolument incroyables. Alors que j'ai que 26 ans. Et puis, juste avoir réussi c'est tellement une chance, un privilège d'avoir réussi de performer 3 fois sur 3, 4 fois sur 4 en fait, et puis 8 années de suite, franchement c'est que du bonheur. Et puis on a encore en plus une chance la semaine prochaine, donc je suis aux anges. Non, c'était intense, c'était fou. Il y a eu quand même énormément d'émotions dans tous les sens. Bien sûr, c'est jamais tranquille des compètes, donc c'est bien quand ça se termine bien, mais c'est sûr que c'est toujours très intense et beaucoup d'émotions. On est désolé, on va le demander une dernière fois, c'est promis. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement, vraiment en quelques mots, cette histoire avec cette chute et puis ces instants qui ont suivi? Les trainings duraient jusqu'à 12h15 et puis un petit peu avant midi, j'ai pris une boîte sur la première rail et puis je me suis tout ouverte là, je me suis tout râpé, je me suis explosé l'épaule, mais heureusement c'est que musculaire. Et puis j'avais de la peine, je suis tombée tellement fort sur la hanche que j'étais j'avais plus de sensations, et puis à chaque fois que je faisais un pas, j'avais l'impression que mon muscle il a été tellement compressé que il a mis bien 15 minutes à se réveiller, complètement endormi. Et puis directement j'ai mangé un antidouleur et puis un anti-inflammatoire, mais heureusement, parce que sinon franchement j'aurais vraiment été docteur et la physio, ils ont fait un bon job, ils m'ont tapé l'épaule aussi. Là ça commence vraiment à revenir la douleur, mais je me suis dit encore la dernière petite piqûre de rappel avant le grand moment, mais une fois qu'on commence à skier, franchement c'est un détail, on n'y pense plus, heureusement. Mais pendant 30 secondes je me suis dit c'est bon, c'est fini, mais heureusement c'était pas fini.
Cette médaille, elle représente quoi? Ben, elle représente plein de belles choses, des hauts, des bas, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour que j'ai reçu ces derniers temps, et puis ben quand même beaucoup de travail et ouais, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi. Mathilde Gremaud, c'est vraiment la rideuse des grands rendez-vous. Elle a quasiment tout gagné, que ce soit aux X Games, en Coupe du Monde, lors des championnats du monde et bien sûr aux Jeux Olympiques. 4 départs, 4 médailles et maintenant un double titre. Elle était tenante du titre en slopestyle. Elle a donc réussi à récidiver. C'est aussi un petit peu grâce à son entraîneur. On sait qu'il y a eu des soucis avec Misra Torniainen qui était revenu un petit peu l'aider en début de saison sur certaines périodes, qui a finalement quitté le navire au bout de quelques temps, qui a rejoint Eileen Gu, sa rivale, juste avant ces Jeux Olympiques. La surprise, mais bon, Mathilde Gremaud, elle a su profiter des vrais conseils de son entraîneur depuis de longues années, dans l'entraîneur de l'équipe de Suisse. Je pense bien entendu à Greg Tucher. Et Greg Tucher, je crois, Marine, qu'il est avec toi justement. C'est la magie de la télévision. On se retrouve ici en plateau avec Greg Tucher, entraîneur en chef de l'équipe de freeski. Salut Greg. Salut. Greg, tu es un personnage important dans le milieu du freestyle et on va revenir sur ta vie et ton œuvre tout à l'heure parce qu'on a plein de choses à dire. Mais avant ça, Jeux Olympiques oblige naturellement. On va parler de cette équipe de freeski que tu coaches depuis plus de 9 ans. Dans tu as fait 2 phases. Tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça. 3 ans. 3 ans avec l'équipe de Halfpipe et puis après, maintenant 7 ans. Bientôt, 7e année avec l'équipe Slopestyle Big Air. Ouais. Et décris-nous un peu quel est ton rôle dans une équipe aussi forte que l'équipe de Suisse en freestyle, si on peut dire la plus forte dans le... Alors, on fait partie des plus fortes. Après, on n'est pas forcément la plus forte, mais on fait partie des nations, on va dire, fortes en freestyle. Mon rôle, c'est un peu un peu le team leader, le capitaine, aussi planification, organiser la saison. Et puis après, le jour des entraînements, c'est d'être là en haut au start. Au jour des compétitions, d'être en haut au start et puis de manager un petit peu l'équipe, chacun. Et puis comme c'est que ça reste un sport individuel, c'est aussi le fait de pouvoir adapter l'entraînement à chacun. Et chacun est différent, chacun fonctionne différemment. Donc il n'y a pas vraiment un programme d'entraînement spécifique, c'est vraiment on doit s'adapter un peu à la personnalité de l'athlète. Oui, ouais. Et ce rôle de chef, si on ose dire, ou bien de personne référente de l'équipe, tu l'as eu dès le départ? Ou c'est petit à petit que tu as trouvé cette place-là? Alors, quand j'ai repris l'équipe, en fait, l'entraîneur en chef a arrêté. Et du coup, moi, je me suis retrouvé entraîneur. Et puis, après, on a eu d'autres entraîneurs qui ont co-entraîné avec moi. Et en fait, cette place, elle est venue un peu naturellement. J'ai jamais été très à l'aise en tant que, on va dire, meneur d'équipe. Et puis après, j'ai un petit peu appris sur le tas. J'ai pris un peu plus confiance en moi aussi. Et puis, c'est venu assez naturellement. Et en fait, c'est surtout de créer le plus important, je trouve, au début, c'est vraiment créer la confiance avec les athlètes. On parlait d'une des meilleures équipes au monde, notamment avec Sarah O'Flynn, Mathilde Gremaud, Fabienne Bush, André Ragetli, de nombreuses médailles, que ce soit aux mondiaux, aux Jeux Olympiques, aux X Games. Faire partie d'une équipe aussi forte, ça met un peu une pression, par exemple, pour cette année de Jeux Olympiques? Alors, oui, j'ai envie de dire oui et non. On a la pression parce qu'on a envie de bien faire, naturellement. Si on s'entraîne et puis si on a la passion pour ce sport, on a envie de vraiment montrer le meilleur de nous-mêmes pendant les Jeux Olympiques. Et puis peut-être relativiser un petit peu parce qu'on a l'expérience d'autres JO et puis on a su mettre en place des choses les années précédentes. Donc j'ai envie de dire qu'on est sur la bonne voie. Donc il faut arriver aussi avec une certaine sérénité. L'évolution, il y a une certaine évolution depuis 9 ans, je pense, dans le freeski. Est-ce qu'il est de plus en plus sur le devant de la scène en Suisse ou dans le monde, ou toujours un peu à l'ombre, par exemple, du ski alpin, selon toi? Je pense que de plus en plus, on arrive à faire notre place. Les gens nous prennent de plus en plus au sérieux. C'est sûr qu'en Suisse, avec le ski alpin, et ce qui est génial, c'est que
Ça nous aide aussi que les skis alpins fassent des excellents résultats. Du coup, ça met en avant aussi le ski et puis on en bénéficie aussi. Puis c'est vrai qu'avec, grâce, on va dire en Suisse romande, grâce à Sarah, grâce à Mathilde, eh ben, on a beaucoup plus de vues dans les médias. Donc ça aide aussi au développement. Et puis peut-être les gens ils réalisent petit à petit qu'on est aussi un sport à part entière et voilà, et pas seulement que des freestylers. On parle d'évolution de ce sport. Est-ce qu'en Suisse romande ou en Suisse en général, on voit une évolution aussi au niveau de la jeune génération? Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce milieu? Alors je dirais globalement, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce sport. Il y a aussi toute une nouvelle génération, grâce justement à la démocratisation du sport. Et puis, je pense que les parents ont pris conscience, et puis les parents maintenant sont ceux de ma génération. Donc, ils ont pris conscience que ce sport, il peut être aussi fun, encadré, et puis aussi safe, sécuritaire, moins risqué. moins risqué, sécuritaire pour les jeunes. Et puis on a des infrastructures, notamment en Grison, qui sont super pour le freestyle, notamment à l'Axe, notamment à Corvatsch. En Suisse romande, on a un petit peu moins de snowpark maintenant qu'à l'époque. Et puis on a un petit peu de moins en moins d'infrastructures pour les jeunes, pour initier justement les jeunes à ce sport. Donc je trouve ça un petit peu dommage, notamment en Valais, où ce serait bien d'avoir un petit peu plus de snowpark. De stations qui iraient dans votre sens, finalement, et qui créerait des infrastructures sur neige surtout. Surtout sur neige, oui. On a la chance d'avoir le seul airbag, entraînement d'airbag à Lézin pour pouvoir s'entraîner hors neige. Et puis pour les plus jeunes et la nouvelle génération, ce serait bien d'avoir plus d'infrastructures, notamment en Valais. Ouais. On parle de la nouvelle génération. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, quel est le parcours à suivre au niveau peut-être scolaire, et puis quelle équipe on intègre petit à petit pour arriver, par exemple, à Swiss Ski? Alors, il y a peut-être moins un parcours tracé comme en ski alpin, où il faut partir d'une structure et puis on va monter d'une structure à l'autre. En freestyle, il y a de plus en plus de structures. Oui, notamment, on peut faire partie d'un club maintenant aussi. Après le club, il y a les régions. On peut monter aussi après, on est en NLZ. Et il y a l'école à Brigue aussi, en Valais. Sport-études qui permet de combiner l'école et puis le sport. Et puis ensuite, on a le cadre relève. Et de relève, on peut passer en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. Mais il y a aussi on aime laisser la porte ouverte, justement, pas forcément toujours. Ça reste du freestyle, donc on peut avoir un parcours de vie totalement différent. Et puis aussi rentrer par une autre porte sur des compétitions. On peut s'inscrire à des compétitions nationales, régionales, et puis prouver qu'on a un bon niveau, ou montrer qu'on a un bon niveau. Et puis on peut tout à fait rentrer dans des cadres sans passer par une structure donc des prédéfinie. jeunes à la maison pourraient s'inscrire directement à ces compétitions-là? Pourrait directement s'inscrire à certaines compétitions en Suisse, ouais, et puis gentiment monter les échelons. Ou bien plus tard, comme c'était le cas de Sarah Höflin, commencer le ski à 20 et quelques années, et puis arriver où elle est à l'heure actuelle. Ouais. Non, plutôt un joli parcours. Plutôt joli, ouais. On parle des enfants, mais les parents qui suivent ces jeunes, peut-être doivent être rassurés, notamment au niveau des risques que comporte le sport. Alors on parle beaucoup du risque en ski alpin. J'imagine qu'il y en a aussi beaucoup en freestyle. Comment ça se passe? Oui, il y a aussi beaucoup de prise de risque en freestyle, mais la prise de risque, elle est calculée. En tout cas pour les compétitions. Après, c'est sûr que dans les snowparks, des fois, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais disons que dans le sport pro, c'est des risques qui sont calculés. C'est de l'entraînement, c'est des répétitions. Donc, c'est pas, je dirais pas qu'il y a plus de risques qu'en ski alpin ou que dans d'autres sports. Ça a l'air risqué, mais c'est vraiment des choses qui sont contrôlées. Et si on parle de ton rôle de coach sur ski, ou bien lors des entraînements sur l'airbag ou autre, c'est de montrer des figures, c'est de les expliquer, c'est de l'analyse vidéo, c'est de la préparation mentale, c'est un peu de tout ça? Alors c'est un petit peu un mix de tout. Il y a montrer, je peux plus montrer. Maintenant le niveau technique est tellement haut qu'on laisse ça aux plus jeunes. Par contre il y a de l'analyse vidéo, oui. Il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique. Et puis il y a l'aspect physique, où ça aussi ils ont un plan d'entraînement physique. Il y a aussi tout un aspect, j'ai envie de dire, psychologique, donc qui est très très important.
surtout au niveau de la prise de risque, au niveau de les réconforter dans leur idée et puis leur objectif. Voilà, exactement, ouais. Et ça, tu y es préparé comment ? C'est des formations ou ça s'apprend sur le tard ? Alors, ça s'apprend, on va dire, c'est un peu une combinaison des deux. Ça s'apprend d'abord. J'ai fait un petit peu le chemin inverse. J'ai fait d'abord l'expérience et après les formations. Et je trouve que c'était plutôt assez intéressant de faire ce chemin-là. Tu as pu faire tes expériences Exactement. avant de... Exactement. Et je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison d'avoir ces expériences, de pouvoir apporter ce qu'on a vécu, que ce soit au niveau des compétitions ou même au niveau des blessures, au niveau aussi des ressentis psychologiques au start d'une compétition. Puis après, avec ces formations-là, ça nous donne des outils pour pouvoir transmettre nos expériences un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus cadrées. Et quand on les voit, on a l'impression, enfin on parle de tous ces aspects-là, mais quand on voit les athlètes atterrir, on a l'impression que c'est facile, mais ça représente beaucoup de travail et d'heures, j'imagine, tout au long de la saison. Ouais, c'est sûr, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, notamment tout l'été, quasiment tout l'été sur l'airbag. Donc c'est des répétitions de figures, apprendre des nouvelles figures. Et ça, depuis ces dernières années, avec l'installation comme à l'ESIN, par exemple, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut faire énormément de répétitions, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, la prise de risque était plus grande pour ces figures-là. Et puis après, c'est aussi des répétitions sur neige. Donc... ouais, c'est beaucoup d'heures. C'est aussi beaucoup d'heures de ski, beaucoup d'heures d'entraînement. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il faut garder aussi, malgré tout cet entraînement-là, il faut aussi garder la partie, j'ai envie de dire, fun, la partie ludique. Parce que c'est quand même, on fait quand même un sport qui reste, où le plaisir doit être aussi au centre, malgré que ce soit en compétition. Parce que c'est pour ça qu'on a choisi de faire du freestyle aussi. C'était pour se démarquer un petit peu de cette rigidité. Donc, c'est important de mettre toutes nos chances de nos côtés, de s'entraîner à fond, mais de garder cette partie plaisir. Comment tu vois l'évolution de ce sport ? Jusqu'où on va pouvoir aller ou quelles sont les limitations ? Alors j'ai envie de dire, les limitations, c'est ce que la physique, le corps et le mental peut apporter. C'est vrai qu'il y a maintenant, on est passé à des figures qui sont juste incroyables. On ne pensait pas pouvoir les faire il y a encore quelques années en arrière. Et puis, je pense que il y a juste la limitation, mais je pense qu'on arrive peut-être à un moment donné où il faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin, juste pour rester, il faut quand même rester un petit peu modéré, juste par sécurité. Il faut parce qu'autrement on risque de grosses blessures aussi. Et pour se modérer, j'imagine qu'il y a plusieurs nations, donc il y a une compétition aussi entre nations. Est-ce que c'est une discussion que vous avez ensemble entre nations pour dire on freine un peu ou c'est tête dans le guidon Alors freiner, pas forcément, parce que c'est ce qui s'est passé dans certaines disciplines, qui est comme le ski acrobatique par exemple, ou le ski de boss, où il y a eu beaucoup de limitations, et ce qui a freiné le sport, et le sport a petit à petit dégraissé. Donc je pense que pour le freestyle, il faut laisser ouvert, il faut avoir une discussion ouverte, en se disant comment on peut limiter les risques de blessures, tout en évitant de brider le sport. Puis ça, on discute entre nations, justement, en se disant peut-être le format de compétition, changer un petit peu le format de compétition pour que ça reste aussi attractif pour les jeunes, attractif pour le public, et puis que ça reste dans une zone assez safe. Ouais. Merci, on en a appris beaucoup plus sur le freestyle, le free-ski. On va rejoindre Greg et Johan qui sont à Milan-Cortina pour les Jeux Olympiques. Ils nous parlent des coulisses et de l'envers du décor. On regarde ça après la pub. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits.
va essayer de vous faire découvrir un peu l'envers du décor olympique. Nous, on est prêts, Greg, mais la première épreuve olympique... La première épreuve olympique, c'est d'attendre les bus, mon cher Johan, parce que on attend, puis les bus ne viennent pas. Alors on sait qu'aux Olympiques, il faudra un peu d'adaptation, un peu d'attente avant que tout se mette en place. Alors on attend le bus, c'est la première épreuve. C'est la première épreuve, un peu de patience. Ils sont censés être là chaque 15 minutes, ça fait un petit moment qu'on attend. Allez, on essaye de on perd pas patience. On perd pas patience et on essaye de se rendre au village olympique. On attend, Bon, après avoir attendu 45 minutes le bus, on a eu 45 minutes de trajet, on est arrivé donc au village olympique, mais malheureusement on peut pas vous montrer grand chose. Voilà, effectivement, ici les règles sont très strictes, on peut visiter ce camping géant comme le disent les athlètes. Par contre, les vidéos sont interdites à l'intérieur. Pourquoi ? Règlement olympique oblige, même les athlètes ne peuvent pas tourner des vidéos, uniquement des photos. C'est pareil sur les sites des compétitions. Voilà, on vous propose quelques images de ce camping olympique. Dans ce camping, toutes les nations sont représentées. Les Suisses, donc il y a 33 Suisses qui logent ici, il y a 1400 lits. Par contre, tous les Suisses, c'est faux, tous les Suisses ne sont pas là, toutes les Suissesses ne sont pas là. Non, les skieuses sont logées à l'hôtel comme elles ont l'habitude ici chaque année lors des Coupes du Monde à Cortina d'Ampezzo. Mais cela n'empêche pas d'avoir une très bonne ambiance ici dans le village olympique. Ils sont 1400 1400 personnes exactement. Et puis le curler Peter de Cruz, le Genevois, qui disait que l'ambiance était vraiment sympa. Il y a cet esprit de camping, on croise les autres athlètes. C'est peut-être même mieux que lors des autres Jeux olympiques où ils étaient dans des bâtiments. Bonne ambiance et on va aller voir ce qui se passe au centre-ville, au centre de Cortina. Andiamo. On a réussi à rejoindre le centre-ville de Cortina d'Ampezzo avec ces magnifiques anneaux derrière moi. Au centre de la station, il y a la flamme olympique qui avait été allumée par Sofia Goggia vendredi passé. Mais il n'y a pas grand-chose qui rappelle vraiment l'esprit olympique. Les gens, ils flânent dans les rues, ils boivent un verre le soir ou simplement, ils vont faire un peu de shopping dans les boutiques de luxe. Il y a une fan zone où on peut faire des jeux avec les différents sponsors olympiques. Sinon, il y a les maisons. Il y a la maison slovène, il y a la Casa Italia devant laquelle nous nous trouvons actuellement. Je crois, Greg, que toi, tu te trouves dans l'un des lieux les plus fréquentés de Cortina d'Ampezzo. Et oui, Johan, on est ici à la Maison Suisse avec son responsable, Manuel Salerli. Manuel. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. C'est quoi être responsable de la Maison Suisse ici à Cortina ? Bon, j'ai repris ce projet de mon collègue qui s'est occupé de construire et penser ces deux maisons. Il est à Milan en ce moment. Moi, je suis responsable pour la gestion maintenant. Et j'ai repris une équipe de 16 personnes. Nous nous occupons d'une moyenne, on espère, de 2 à 3 000 visiteurs par jour. C'est donc tous les spectateurs qui peuvent rentrer ici librement, contrairement aux autres maisons nationales à Cortina, où c'est un peu réservé aux athlètes. Ça a été la philosophie de la Maison Suisse sous l'égide de Présence Suisse depuis les JO à Athènes 2004, que moi j'ai fait déjà. On est ouvert au public, on invite les gens à venir connaître la culture suisse, la nourriture suisse, les boissons suisses, participer aux compétitions. On a fait un petit tournoi de curling aussi. Voilà, j'allais dire, il y a plein d'événements, il y a du curling, on parle de tradition suisse, on entend et aussi les autres médailles que les Suisses pourraient faire ici à Cortina, c'est dans cette maison suisse que ça se passe. Exactement, avec une présence physique de l'athlète. On s'attend jusqu'à la fin des Jeux de pouvoir, avec les athlètes, aussi célébrer des médailles ici sur place. On se réjouit, on est quand même très bien ici, non ? C'est vrai qu'on est très très bien accueillis, on espère fêter de nombreuses médailles. Allez, on retourne au studio à Sion. T'inquiète pas, on va arriver à Cortina. Tôt ou tard, le bus il va arriver. On y croit, on est patient, on est aux Jeux Olympiques. Tina, t'inquiète pas, il va arriver le bus. T'inquiète pas. On est de retour sur le plateau de l'après-ski ici à Sion, toujours accompagné par Greg.
On va s'intéresser maintenant à ton parcours de vie avec un super documentaire réalisé par des copains. Ouais, c'est ça. C'est réalisé par Benoît Gonstru et Jules Guarneri. C'est en discutant un petit peu comme ça, Jules m'a proposé, j'aimerais bien faire un portrait, un petit peu portrait de toi, parce que je me souviens, on était dans la voiture, on discutait un petit peu de mon passé et tout. Puis il m'a dit, trop bien, il faut qu'on fasse un portrait. Et puis à la base, c'était censé juste être un portrait un petit peu online, en version online comme ça. Et puis finalement, ils ont proposé le projet à Passe-moi les jumelles, et ils ont sorti un Passe-moi les jumelles. Voilà, un Passe-moi les jumelles, un portrait. Donc je vous invite à aller tous le regarder. Exactement. On regarde la bande-annonce tout de suite. Vas-y, hein. Mets bien les skis. C'est bon? La musique, c'est toi qui me dis. Hein. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Ok, 3, 2, 1. Allez, let's go! J'ai jamais eu cet objectif-là de me dire un jour je serai coach de l'équipe nationale, par exemple. Merde. Je me suis retrouvé là, j'adore ça, hein. Mais ça n'a jamais été l'objectif de carrière. Wir brauchen jemanden, der viel mehr mitbringt als einen akademischen Hintergrund, sondern er braucht etwas, das wie speziell ist. Und genau das haben wir mit dem Greg gefunden. Jetzt sind wir einfach Party Kings, nicht? C'est comme ma deuxième famille, en fait. Je passe tellement de temps avec eux que c'est une famille. Je crois qu'il a dit un truc, une connerie, time to shine, c'est le moment de briller ou un truc comme ça. Il me dit, where do you come from? Je dis, je sors de prison, là. J'ai fait 60 jours. Il me dit, yeah, no problem, been there, done that. Le titre de ce documentaire qu'on peut traduire par « Je connais, je suis passé par là ». C'est toi qui as choisi ce titre-là? Been there, done that. Non, c'est une phrase dans le documentaire, c'est une phrase d'un chauffeur de poids lourd américain qui m'a sorti ça. Je vais pas spoiler, comme ça les gens essaieront, mais il a sorti cette phrase pas dans le documentaire directement, mais il m'a sorti cette phrase-là. Et puis quand j'ai expliqué à Ben et Jules la situation, ils ont dit ok, ce sera ça le. Et si le documentaire, mais si on fait un petit flashback de ta vie jusqu'à présent, quel est le moment qui t'a le plus marqué? Je pense que chaque événement écrit en vaut la peine, et puis c'est une expérience de vie, et chaque événement te permet d'apprendre quelque chose, et puis non, j'ai pas vraiment d'événements plus importants l'un que l'autre, non. On va pas tout dire du documentaire, mais à 16 ans, tu te retrouves seul aux États-Unis, à un moment donné sans logement, et tu fais de la prison. Comment voilà, c'est bien résumé. Comment Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je pense que faudrait aller voir le documentaire, comme ça c'est très bien expliqué dedans. Mais en gros, c'est que mon père a dû revenir. J'étais 4 ans aux États-Unis pour faire ma maturité là-bas. Et puis au bout de 2 ans, mon père a dû rentrer parce que j'étais avec mon père, et je me suis retrouvé tout seul à 16 ans et expulsé du logement, et ensuite fait quelques bêtises, et je me suis retrouvé à 18 ans, oui, en 2 mois en prison aux États-Unis. Et puis c'est vrai que voilà, tout est expliqué dans le documentaire, mais je me suis retrouvé un petit peu seul au Colorado comme ça, mais disons que j'ai eu la chance d'avoir des amis, beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidé là-bas sur place, et puis j'avais quand même le soutien des parents à la maison, même si mon père a dû rentrer, il m'a quand même aidé depuis la Suisse. Ouais. Tu expliques pas ces 60 jours de prison dans le documentaire. Comment tu les as vécus? C'est comment la prison aux États-Unis? C'est la privation de liberté, c'est toujours, surtout à 18 ans, je pense que je le vivrais différemment maintenant à 40 qu'à 18, mais à 18, je venais d'avoir 18 ans, et c'est vrai que la privation de liberté, quand on a l'habitude de bouger dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose qui est très dur, et j'avais peut-être pas la maturité nécessaire pour peut-être faire un travail sur moi-même à ce moment-là. C'était dur à vivre parce que j'étais le plus jeune au début, et puis voilà, je ne sais pas trop comment les autres détenus vont réagir, et voilà, il faut peut-être
se faire petit. Se faire petit, et puis pas trop se faire petit non plus, parce que pas se faire marcher dessus, mais c'est un petit peu un compromis des deux, on va dire. Finalement, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Et donc c'est une belle anecdote à raconter. Tout s'est très bien passé, et puis justement parce que j'avais aussi le soutien du consulat suisse, enfin de l'ambassade suisse, qui m'ont appelé quand j'étais en prison pour savoir si tout allait bien. Donc ça m'a aussi aidé. Ça t'a rassuré. Ça m'a rassuré, ouais. Si on reprend ton parcours, tu as fait du ski alpin, du freestyle, du freeride, et puis finalement un gros accident lors d'une journée de freeride, une blessure au genou, une grosse blessure. On peut dire que tu as de la chance maintenant de pouvoir continuer à mettre les skis et à suivre cette équipe de free ski. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu une grosse blessure au genou, puis c'est une accumulation aussi peut-être de blessures et par rapport à toutes ces années, à ces années de ski. Et puis là, ça a vraiment mis un terme à ma faculté de pouvoir continuer la compétition et skier un petit peu à haut niveau. Et puis, ça m'a permis de faire une transition aussi. Du coup, ça m'a donné une opportunité. À ce moment-là, il y a l'opportunité de l'équipe d'Halfpipe qui cherchait un entraîneur qui s'est présenté. Et puis, d'un côté, ça tombait bien parce que j'étais blessé, donc je pouvais plus faire mon sport en compétition. Donc, j'ai pu faire une transition assez naturelle, on va dire. Oui, on parle de transition, mais il y a eu un petit moment de difficulté. Hein. Tu en parles dans le documentaire. Ouais, c'est vrai. Comment tu as relevé la tête C'est vrai, on a toujours tendance à oublier les... Ouais, c'est bon signe. On a toujours tendance à oublier. Non, c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai fait une année d'assurance. Donc, j'ai fait plusieurs mois à la Suva. Et puis, c'est vrai que... il y a des moments de doute où j'étais contacté par, c'est normal, après 6 mois d'assurance, j'étais contacté par l'assurance AI, et puis pour faire une reconversion professionnelle, mais j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée avec Swisski, donc j'avais vraiment envie de revenir sur les skis, et puis c'était ma passion, donc j'ai vraiment... vraiment tout donné pour pouvoir remettre les skis, et puis finalement ça s'est bien passé, mais c'est vrai que pendant cette année-là j'ai quand même eu un gros moment de down, là, de doute, et puis une petite phase dépressive. Ouais. Et puis, cette période-là et cette expérience te permettent d'aider au jour d'aujourd'hui dans l'équipe quand il y a un petit moment de moins bien, ou bien j'imagine aussi, on parle souvent de quand il y a des grandes réussites, après il y a peut-être un petit moment de blues. C'est sûr, c'est clair que c'est toujours un petit peu les montagnes russes. Parfois on est au sommet de la montagne et parfois on est un petit peu dans la vallée du désespoir, comme ça. Mais grâce à ces expériences-là, grâce à mon vécu, je peux transmettre, ou je peux même comprendre tout simplement, être à l'écoute aussi, essayer de conseiller. Et toutes ces choses-là, comme je l'ai un petit peu vécu, ça m'aide à comprendre, ça m'aide à peut-être orienter. Ouais. On l'a dit, tu es coach, tu voyages dans le monde entier, mais tu as un pied-à-terre en Valais depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit peu valaisan ? Alors, je sais pas si on peut le dire. Non, mais je suis valaisan de cœur. Alors après, c'est aux valaisans de dire s'ils y adhèrent ou pas. Non, mais depuis l'âge de 18 ans, je suis quasiment en Valais. J'ai un peu bourlingué aussi pas mal dans différentes vallées en Valais. Maintenant, j'ai pied-à-terre à Flantais pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et puis, j'adore vraiment je me sens vraiment à la maison en Valais. Voilà, je suis originaire du canton de Fribourg. Je suis né à Estavayer, mais en Valais, je me sens vraiment à la maison. Et raconte-nous l'histoire. Comment tu arrives en Valais en rentrant des États-Unis ? Alors, arrivé en Valais parce que mon père est revenu en Suisse, et puis il a eu une opportunité de travail en Valais, à Sion. Et puis aussi parce que comme je faisais du ski, il s'est dit, je mets pied à terre en Valais, comme ça mon fils, il aura l'opportunité de faire sa passion. Et voilà. Et depuis, tu n'as pas quitté. Donc, Voilà. Et depuis, j'ai pas quitté. On va maintenant s'intéresser à toi à travers des images qu'on a retrouvées sur ton compte Instagram, dont la première qui va s'afficher juste ici. Ah, voilà. Avec toute l'équipe. Alors, raconte-nous un peu où c'était, quand c'était. Alors c'est en Autriche. C'était après. C'était où ? C'était à Klagenfurt, près de Klagenfurt. Et puis on avait une journée off. Et donc on a décidé d'aller faire un petit tour, visiter un petit peu la région. Puis là il y avait une grande tour, je ne sais plus le nom de la tour. On est monté avec un joli panorama, et puis on a fait une petite photo d'équipe. Cette équipe, c'est un peu comme une deuxième famille.
On passait beaucoup de jours ensemble. C'est vrai, on passe énormément de jours ensemble, entre les camps d'été qu'on doit faire aussi en Autriche, entre les voyages pour les compétitions, on passe énormément de temps. Et puis souvent, on a souvent des appartements ou des maisons ensemble. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une petite famille. Donc il faut aussi apprendre à supporter les uns les autres. À cohabiter, exactement, plutôt. C'est mieux que supporter, je préfère. Donc c'est important. Donc oui, c'est comme une deuxième famille. Et vous avez une petite routine lors des anniversaires, non? J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Raconte-nous. Alors il y a une petite routine, c'est clair, il y a une petite tradition, c'est on doit se foutre un cake dans la gueule. Enfin, voilà. Ou un gâteau dans la figure, pour rester poli. Ouais. On va passer à la deuxième image. Voilà. Ah voilà, la barbuche. Exact. Bah, ça repousse. Et exactement, c'était la question. Tu changes de style de temps en temps. Voilà, ouais, des fois c'est la moustache, des fois c'est la barbe, des fois c'est rien du tout. C'est en fonction un peu du moment. Un peu du moment, ouais. Il n'y a pas de pari ou de. Non, là, quand on a gagné la Coupe du Monde, on se rase complet. Là, c'était un petit peu la barbe. J'avais laissé pousser la barbe comme ça parce que en fait, c'était un des coachs norvégiens qui m'avait dit je suis sûr que t'es pas capable de laisser pousser ta barbe jusqu'au JO. Et puis du coup, je l'ai laissé pousser. J'avais jamais laissé pousser la barbe avant. Et après, l'autre pari, c'était si Mathilde gagne la médaille d'or, par exemple, elle a le droit de me raser la barbe. Et après les JO, elle n'a pas voulu me raser la barbe parce qu'elle m'a dit que ça m'allait bien. Donc, on a attendu les championnats du monde. On s'est dit, on repousse. Et si tu gagnes au championnat du monde, tu peux couper la barbe. Et voilà. Et elle repousse. Est-ce qu'elle sera aussi longue que ça d'ici les JO? Je sais pas. Mais c'est peut-être une tradition de laisser pousser la barbe avant un grand événement pour pouvoir la couper. Peut-être. Peut-être. S'il y a médaille. Ouais. On va passer à la dernière image. Donc c'est Mathilde et le Grand Globe de Cristal. C'est l'une des plus belles consécrations d'une carrière, selon toi? Alors, je pense que oui, c'est une belle consécration. Ça prouve une constance. Et puis là, cette année-là, elle a gagné les 3. Donc, elle a gagné le Big Air, le Slopestyle et le Général, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, c'est juste super. Je suis vraiment content pour elle. Tu vis de sacrées émotions au sein de cette équipe. Voilà, sacrées émotions et des victoires, des blessures, des désillusions. Mais c'est une partie... voilà, c'est génial. C'est vraiment un melting pot comme ça d'émotions qui est incroyable. Ouais, ça fait 9 ans que tu es dans cette équipe. Combien de temps tu penses encore vivre ces émotions auprès d'eux, ou qu'est-ce que tu vas faire après cette année olympique? Souvent les années olympiques sont aussi peut-être années de changement. C'est vraiment c'est vraiment plein de questions que je me pose, ou qu'il faut que je prenne le temps vraiment de me poser, parce que là je suis un petit peu dans la machine, donc je me suis posé des questions, mais tant que j'ai la flamme, en fait, c'est ça le plus important, c'est qu'il faut que je garde si j'ai la motivation, si j'ai encore la flamme, pour l'instant je l'ai, mais dans le futur, et du moment que je sens que ça change un peu, et puis j'ai vraiment envie d'être là à 100% pour l'équipe, et puis que les athlètes le ressentent. Et peut-être si j'ai un coup de mou, ce sera peut-être l'occasion de passer à autre chose. Merci beaucoup Greg d'avoir été avec nous sur ce plateau de la Presqu'île ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. On te souhaite tout le meilleur pour le futur et puis pour cette fin de saison. Pour conclure cette émission, on retrouve Greg et Johan à Cortina d'Ampezzo. Ouais Marine, alors ça promet, il y a des très très belles épreuves qui s'annoncent ces prochains jours. Toi Greg, qu'est-ce que tu vas aller voir? Moi je me réjouis surtout évidemment le curling, le skeleton, la luge et le bob quoi, hein, le bob. Je suis passionné de bob, donc d'ailleurs je dois y aller. Hein. Il est timbré le garçon, il est timbré. Peut-être que ça fera médaille pour Grégory Cassa en bobsleigh. Et il faut pas oublier, il y a aussi du ski alpin, que ce soit à Bormio, à Cortina. Et on débriefe tout ça la semaine prochaine dans la Presqu'île. Ciao. Tu pousses? Sali sul pezzo, sai che a noi tanto poi va bene lo stesso. Se il caldo scioglierà la neve di Cortina, la Presqu'île sarà dalla sera alla mattina, anche senza sci. Sul weekend è una rapina, ma sai che è così quando vuoi restare in cima. Milano, Cortina, i giri di Alex. Milano, Cortina, i giri di Alex. Milano, Cortina, i giri di Alex. Milano, Cortina, un altro giro di
L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.